Salut les geeks! Je n'ai jamais été un grand fan de Titan dans ma jeunesse. D'abord parce que mon argent de poche mensuel ne me le permettait pas, puisque je réservais cet argent à Strange ou Spécial Strange. Et puis le manque de stabilité de son sommaire et les séries proposées, souvent éloignées des super-héros, ne m'intéressaient pas. Pourtant, lorsque j'ai mis la main, pour pas cher, en 1983, sur le numéro 9 de juillet 1977, mon intérêt pour le magazine a commencé à grandir grâce à un épisode des Champions. Enfin un groupe de super-héros. Et avec la Veuve Noire, bon bah, vous voyez, j'étais hypé quoi. Mais ce n'est que plus tard, en 1984, que j'ai réussi à mettre la main sur un second Titan, le numéro 17, datant de novembre 1978, que mon désir de collectionner cette revue m'a soudainement pris, grâce à une aventure de dingue écrite par Bill Mantlo, qui à l'époque était pour moi l'unique scénariste de Rome, le Chevalier de l'Espace, et c'était remarquablement bien dessiné par le maître John Byrne. John! Cet épisode, c'est l'essaim. Oui, enfin l'essaim, les abeilles quoi, pas l'essaim, enfin vous avez compris quoi. Mais avant de parler de cette histoire assez incroyable du cul et à la hauteur d'une aventure des X-Men, attardons-nous sur la couverture originale et celle proposée dans Titan. La censure catho-bolchevique de chez Lug a une fois de plus fait des siennes, comme la ville italienne du même nom. Mais voyez plutôt. Lug a procédé à quelques modifications par rapport à l'original. D'abord, les retoucheurs ont éloigné Swarm sur ses abeilles par rapport à la couverture originale. À croire que des abeilles géantes avec un type en capuche étaient effrayants selon les canons de beauté des censeurs lugiens. Non! Et puis surtout, Johnny Blaze est un humain blondiné de type caucasien et n'apparaît surtout pas sous sa forme de motard fantôme avec sa tronche squelettique enflammée. Non! Alors on pourrait s'inquiéter pour le contenu en un seul mot de l'histoire contenue dans la revue lugienne. Mais que nenni! Étonnamment, Lug n'a pas censuré les scènes de combat, pourtant percutantes et violentes, ainsi que certaines scènes d'horreur, à une rare exception, et pas des moindres, puisque la dernière case de l'aventure dans Titan a été saucissonnée, charcutée et massacrée, puisque Lug a refusé de montrer la véritable image avec les restes du squelette de Swarm. Regardez-moi ce scandale. C'était la mode à l'époque. Alors déjà parlons de l'histoire. Ça commence avec Hercule, celui qui rit quand on l'adule, qui est acculé, et j'ai bien dit acculé, par le système de défense de l'immeuble des champions. Avec lui, il y a Iceberg. On notera que cet Iceberg a un nouveau costume dans ce numéro. Et par nouveau costume, j'entends vraiment un costume, car normalement il court en sous-vêtements avec des bottes de pirate, je vous le rappelle. Ce costume ne sera pas très utilisé, mais il est similaire au style qu'il utilisera dans X-Factor quelques années plus tard. Pour en revenir à l'histoire, les deux héros sont obligés de lutter contre ce que l'on pourrait appeler un dysfonctionnement du système de sécurité. Encore. On pourrait se dire que c'est classique, mais en fait, cette histoire anodine a mis mal à l'aise pas mal de lecteurs de l'époque, surtout en Amérique. Personne ne disait rien, mais on sentait bien qu'il y avait comme un malaise. Alors pourquoi, me direz-vous? Non. Eh ben, je vais quand même vous le dire. Le système de défense du QG a été élaboré par Bill Foster, le Goliath noir. Comme tous les scientifiques de Marvel, Bill construit des pièces robotiques même s'il est biophysicien. Cherchez l'erreur. Mais admettons. Le problème, c'est que le système est élaboré par un scientifique black, et là je pense que vous commencez à sentir le malaise. Fort heureusement, Bill Mantlo n'est pas trop con, et il s'assure dans son récit de nous montrer que le problème n'est pas dû à l'ingénierie de Bill Foster, mais plus à cause des matériaux qui composent le système. On n'en rappellera jamais trop, il ne faut pas acheter chinois. On nous fait bien comprendre que c'est un problème lié à une mauvaise qualité de leurs sous-traitants. Ah! C'est bien de l'avoir rappelé. Cela aurait quand même foutu mal que l'un des rares scientifiques noirs de Marvel ait l'air incompétent. Il n'y avait pas de SJW pour ouvrir leur grande gueule à l'époque, alors que là, justement, il aurait fallu. Et comme d'habitude, les moralistes ne la ramènent pas au bon moment, c'est le critère de ces gens-là. Je vous rappelle d'ailleurs que le malaise était d'autant plus grand que le Goliath noir n'a pas réussi à vaincre ou à peiner à vaincre l'homme aux échasses dans le Titan numéro 15. Ça fait beaucoup là, non? Le grand costaud incapable de bastonner l'un des personnages les plus ridicules de la galerie des vilains de Marvel, ça le fait pas quand même. Donc, on remercie Bill Mantlo d'avoir dédouané ce bon vieux Bill Foster du dysfonctionnement du système de défense. Super-héros peu productif, mais au moins il reste un bon super scientifique. Revenons à l'histoire, car pendant qu'Hercule et Iceberg se font agresser par leur système de défense, la belle Natasha, Lenya, qu'on appelle la nébuleuse noire, et Johnny, le motard fantôme, sont sur les quais pour voir Ivan partir pour la Russie dans l'unique but de rechercher son fils. Ivan Petrovitch, pour ceux qui l'ignorent, est un membre officiel de l'équipe, même s'il n'est pas véritablement un super-héros à proprement dit. Il est apparu dans l'épisode des Champions numéro 1 et a été le partenaire de la Black Widow pendant plusieurs années auparavant. Bon, en fait, Ivan quitte le groupe pour rechercher son fils, qui est le nouveau Crimson Dynamo, et ça, on nous le révèle dans le Champion numéro 10. Je vous le dis parce que je suis généreux et magnanime. Mais déjà
Déjà l'intrigue principale commence à l'arrière-plan de cette scène d'au revoir, avec à l'arrière-plan, ça fait quand même 2 fois arrière-plan dans ma phrase, l'ombre d'un homme qui descend d'un navire. Il porte une mallette mystérieuse et sans plus attendre, il est attaqué par des abeilles géantes mécaniques. Et pendant que les champions interviennent, le vilain Swarm utilise la distraction pour coincer et tuer l'homme à la mallette dans une scène digne des films d'horreur de l'époque. Mais il est incapable de la prendre, parce que ça a été enduit de répulsif, et Swarm s'enfuit avec ses drones, laissant les champions découvrir le corps de l'homme. Ils découvrent que c'est un agent d'Interpol. Alors ça aussi c'est marrant, hein. Les Américains ont une vision d'Interpol assez réduite. Quand ils ont besoin d'un policier européen, il faut intervenir Interpol comme si c'était un gars du FBI, alors qu'Interpol est essentiellement une agence de compilation d'informations et rarement des agents de terrain. Mais c'est pratique pour les scénarios américains. Les champions se réunissent à nouveau à leur quartier général, juste au moment où Angel arrive, paniqué devant l'arrivée d'un essaim d'abeilles obscurcissant le ciel de la ville. Et c'est là que le rôle de Mike Esposito à l'ancrage est essentiel. Représenter un essaim en BD n'est pas à la portée de n'importe qui, il ne fallait pas rater son coup. Par un heureux hasard, j'ai pu rapidement à l'époque mettre la main sur le Titan numéro 18 où la suite de l'histoire était diffusée, et j'ai vite été emballé par la qualité du scénario et les dessins de John Byrne. Les abeilles de Swarm couvrent la ville et envahissent le quartier général des champions. Swarm arrive à prendre la manette, tandis que les abeilles géantes capturent Iceberg et Darkstar, dit la nébuleuse noire. Et nous avons là les origines du méchant, qui sont super originales. Il leur explique que son corps et son esprit ont été consumés par des abeilles mutantes. Une origine assez différente de ce que certains ont pu voir dans l'épisode 1 de la saison 4 de Spider-Man and His Amazing Friends, où là, il était un essaim d'abeilles en mutation en raison de la radioactivité d'un météore, mais certainement pas un ancien humain. Et encore moins un nazi, ce serait pas passé à la télé. Tu te rends pas compte que c'est du Pour en fascisme? revenir à cette BD, Swarm a poursuivi l'agent d'Interpol pour avoir volé sa reine et l'avoir enfermée dans de l'ambre. Après avoir vu les pouvoirs de Bobby et Lenya, il espérait qu'il pourrait libérer la reine de sa prison. Et c'est là que Darkstar fait une grosse connerie, car incapable de supporter la détresse psychique qu'elle ressent de la part de la reine enfermée, elle la libère. Mais Swarm fait encore muter la reine à des proportions géantes afin qu'ensemble ils puissent conquérir le monde. On ne peut pas dire qu'Hercule prenne fait et cause pour la SPA, et il est plutôt branché maltraitance animale lorsqu'il jette la bestiole à l'horizon. Au moins les autres abeilles la suivent à la hâte, y compris celles qui composent le corps de Swarm, le laissant à l'état de squelette derrière elle. Au passage, je vous rappelle qu'il ne faut pas faire de mal aux abeilles et autres bourdons, sans eux, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Ces deux numéros des champions 14 et champions 15 de juillet et septembre 1977 sont somptueux, remarquablement bien dessinés par John Byrne. Ils m'ont définitivement fait accrocher à ce groupe. Tu m'étonnes. D'un point de vue sociétal, cet épisode est révélateur de la nouvelle mode du cinéma aux États-Unis à l'époque. En effet, dans les années 70, une panique des abeilles tueuses a saisi les ricains, avec au moins 3 films sur les abeilles tueuses, Killer Bees en 1974, Les abeilles sauvages en 1976 et L'essaim en 1978. Au passage, ce sont 3 mauvais films. On notera quand même que L'essaim a été nominé pour un Oscar pour la conception de costumes, c'est dire si déjà à l'époque le cinéma hollywoodien primait n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Mais plus que le cinéma, la panique des abeilles tueuses était vraiment un phénomène de société dans les années 70, et cela à cause d'un homme d'affaires et milliardaire australien-américain nommé Rupert Murdoch, qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de News Corporation, l'un des plus grands groupes médiatiques du monde. Et il faut savoir que c'est à cause de lui que dans les années 70, la panique des abeilles tueuses a été propagée. C'est impossible. Lorsque Rupert Murdoch a étendu ses activités médiatiques aux États-Unis et a commencé à transformer des journaux autrefois respectables en torchons à sensation dignes des plus grands journalopes et médias d'aujourd'hui, et l'un de ses premiers titres notoires était Les abeilles tueuses se dirigeant au nord. L'abeille en question était encore loin d'Amérique du Sud. Si on peut accuser Mantlo de surfer sur la mode de ses films et de cette panique orchestrée, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait de Swarm un vilain qui a de la gueule. Il introduit un personnage qui est super original puisque c'est un scientifique nazi dont le squelette est animé par des abeilles mutantes. La supériorité de cette BD sur les films de l'époque, c'est que les planches sont bien réussies et on y croit à fond. Regardez comme ces planches sont magnifiques. La pluralité des créatures est aussi originale puisque les champions affrontent Swarm, sa reine des abeilles géantes, des vraies abeilles et aussi des abeilles mécaniques appelées les drones. Un bien beau récit, bien dessiné, sans temps mort, vraiment classieux, mais qui à l'époque n'a pas eu le succès qu'il méritait en Amérique, Marvel l'ayant un peu mis en retrait afin de faire de la place pour l'apparition des champions dans l'édition annuelle numéro 4 d'Iron Man. Et c'est dommage. En tout cas pour ma part, dans Titan, c'est l'épisode qui m'a fait définitivement accrocher aux champions, et par là même au magazine Titan. A bientôt les geeks!